Bonjour, je suis le docteur Sonia Gébar, médecin gastro-entérologue, et je vais consacrer une série de vidéos pour vous parler de la coloscopie, détailler l'examen, ses indications ainsi que ses complications éventuelles. Et on va commencer ici par des explications sur l'examen. Je vais essayer d'utiliser des mots simples et d'éviter le lexique médical afin de rendre le contenu de la vidéo plus clair pour tout le monde. La coloscopie étant un examen médical qui permet de visualiser et d'explorer l'intérieur du côlon et parfois la dernière partie de l'intestin grêle qu'on appelle l'iléon terminal. Et on parle dans ce cas d'une iléocoloscopie. Pour le côlon, il s'agit d'un organe creux, c'est-à-dire qu'il ressemble à un tube long et aplati ou un cylindre ondulé formant une sorte de cadre. Il mesure en moyenne 1,5 m. Il est composé d'une partie située à droite, appelée côlon ascendant, laquelle mesure 25 cm, d'une partie au milieu, appelée le côlon transverse et mesurant 50 cm, d'une partie gauche ou côlon descendant d'environ 25 cm, suivi du côlon sigmoïde qui fait 40 cm environ et qui a grossièrement une forme en S et il est plus mobile que les autres segments du côlon. Enfin, on retrouve le rectum qui s'étend sur environ 12 à 15 cm. Le côlon assure plusieurs fonctions. Tout d'abord, il récupère l'eau et les sels minéraux retenus dans les aliments une fois qu'ils ont été décomposés ou digérés dans l'estomac et dans l'intestin grêle. Le côlon permet ainsi de maintenir une bonne hydratation du corps. Il assure également la formation ainsi que l'évacuation des sels, puisqu'il transforme le contenu liquide provenant de l'intestin grêle en sel solide une fois qu'il a récupéré l'eau de ce contenu. Ensuite, les sels seront stockés dans le rectum avant d'être évacués. Le côlon permet aussi la fermentation des résidus alimentaires. La fermentation étant le processus pendant lequel les bactéries coliques vont décomposer les fibres alimentaires non digérées en produisant des gaz et des acides gras. Si vous voulez plus d'explications sur les résidus et les fibres alimentaires, j'ai déjà réalisé une vidéo dédiée à ce sujet et dont je vous laisse le lien dans la description. Enfin, le côlon participe également à la protection immunitaire car la flore bactérienne colique appelée microbiote intestinal joue un rôle important dans la défense contre les agents pathogènes, c'est-à-dire qu'elle empêche des microbes dangereux de s'installer et de se multiplier dans l'appareil digestif et ceci par différents mécanismes dans la production de substances protectrices. Passons maintenant au coloscope ou l'appareil avec lequel on réalise l'examen. Il s'agit d'un tube flexible et fin, ce qui lui permet de suivre les courbures naturelles du côlon. Le modèle pédiatrique mesure 110 cm et le modèle adulte standard mesure 160 cm. Toutefois, il existe un modèle long de 180 cm qui est utilisé généralement chez les personnes ayant un dolichocolon, c'est-à-dire le côlon plus long et plus tortueux. Le diamètre d'un coloscope fait entre 11 et 13 mm. L'appareil est équipé d'une caméra qui permet de visualiser l'intérieur du côlon sur un écran, tout comme sur un écran de télévision, comme vous voyez sur la photo. Cette caméra permet également de prendre des photos et de les agrandir pour atteindre un zoom d'environ 10 fois la taille réelle. L'appareil est également équipé d'une source de lumière pour éclairer les parois intestinales. Le coloscope est également muni de canaux d'environ 2,8 à 3,7 mm qui permettent d'introduire des petits instruments pour réaliser certains gestes comme les prélèvements appelés biopsie ou encore retirer un polype ou arrêter un saignement. L'appareil est guidé par le médecin par le biais de la manette de béquillage ou de manipulation qui permet à l'opérateur de contrôler la direction et la flexibilité de l'extrémité de l'appareil et de l'orienter depuis l'anus jusqu'au cæcum, c'est-à-dire jusqu'au fond du côlon. On va voir maintenant la procédure ou l'aspect pratique de l'examen. La coloscopie nécessite une préparation préalable que j'ai déjà détaillée dans une précédente vidéo dont je vous laisse également le lien dans la description.
Il faudra commencer par une consultation médicale avec le spécialiste gastro-entérologue ainsi qu'avec le médecin anesthésiste qui vous expliqueront les modalités de l'examen et les précautions nécessaires pour éviter les risques et les complications. Il faut aussi suivre un régime spécifique 3 à 7 jours avant l'examen, à savoir le régime sans résidus que j'ai également expliqué dans une précédente vidéo. Il faut également boire les solutions laxatives prescrites afin de nettoyer le côlon. Le jour même de l'examen, il faudra venir à jeun. On vous installera en salle d'examen dans la position allongée sur le dos ou sur le côté gauche qu'on appelle la position latérale de sécurité. Vous serez perfusé afin qu'on puisse vous administrer le médicament sédatif par voie veineuse, sachant que l'examen est réalisé dans la grande majorité des cas sous anesthésie générale. Le coloscope sera introduit par l'anus et guidé par le médecin opérateur tout en insufflant de l'air ou du dioxyde de carbone pour dilater le côlon afin d'examiner ses parois, car je rappelle qu'il s'agit d'un organe aplati. La coloscopie commence par l'inspection qui consiste à regarder attentivement l'intérieur du côlon et vérifier s'il existe des anomalies apparentes telles que la présence de lésions visibles comme des polypes, des tumeurs ou des diverticules. Cette observation doit également détecter tout changement inhabituel de la couleur de la paroi intestinale, comme la présence d'une rougeur ou d'une inflammation, ainsi que du calibre du côlon, comme la présence de rétrécissement qu'on appelle sténose colique. La coloscopie permet également la réalisation de différents actes, comme les prélèvements ou biopsies, qui sont destinés à être étudiés au microscope à la recherche d'anomalies invisibles à l'œil nu. L'examen permet aussi la pratique de gestes thérapeutiques, comme par exemple enlever des polypes, arrêter un saignement ou appliquer un traitement particulier, comme par exemple du plasma argan dans les inflammations du côlon causées par la radiothérapie. Une fois le côlon examiné dans sa totalité et les lésions détectées ont été prélevées ou traitées, on procède au retrait de l'appareil tout en poursuivant l'exploration attentive de la paroi colique. Parfois, on est amené à écourter l'examen, c'est-à-dire à réaliser une coloscopie incomplète, notamment dans les cas où le côlon est mal préparé, avec présence de sel ou de résidus alimentaires gênant ou empêchant complètement l'exploration. La durée moyenne d'une coloscopie totale est de 20 à 30 minutes et elle dépend de plusieurs facteurs comme l'anatomie du côlon. Il existe en effet des côlons plus longs et plus tortueux. La durée va dépendre aussi de la complexité de l'examen et de la réalisation ou non de gestes thérapeutiques associés. Et elle peut dépendre aussi de l'expertise de l'opérateur. Après la fin de l'examen, vous serez amené en salle de réveil, sachant que le réveil sera progressif. Pendant ce temps, vous êtes sous la surveillance stricte des infirmières de la salle de réveil qui doivent s'assurer du bon déroulement de la récupération de la sédation qui dure en moyenne 30 minutes. Ensuite, une fois bien réveillé, vous serez amené dans votre chambre et autorisé à manger un repas léger au moins 1 heure après la fin de l'examen. Le retour à domicile doit être autorisé par un médecin et on exige une sortie accompagnée par un adulte capable de vous surveiller et d'intervenir en cas d'urgence. Il est interdit de partir seul ou de conduire compte tenu des effets résiduels de l'anesthésie qui peuvent durer et persister quelques heures sous forme de fatigue, de somnolence ou d'une légère confusion. En conclusion, la coloscopie est un examen important et nécessaire pour prévenir et détecter précocement certaines maladies du côlon. Il permet d'examiner l'intérieur du côlon à l'aide d'un tube souple muni d'une caméra. La coloscopie nécessite une préparation préalable qui est primordiale à son déroulement dans de bonnes conditions. L'examen est généralement bien toléré et je reviendrai sur ses risques et ses complications dans une prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre attention.